Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites. Tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Hello tout le monde. Alors, comme ça, vous pensez que je vous avais définitivement abandonné, je pense ? Écoutez, il y a eu un moment où je l'ai peut-être pensé aussi, je vous l'avoue. Alors, avant tout, on est le 1er janvier, il est tôt le matin, il est même pas encore 8h, enfin, il va être 8h. Du coup, je vous souhaite directement les deux pieds dans le plat, en faisant comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Je vous souhaite directement une bonne année. Évidemment, plein de santé, plein de réussite, plein de bonnes choses en fait. Que des bonnes choses, que du bénéf à tous les niveaux. Hein. Du bénéf évidemment en ce qui concerne vos affaires, vos entreprises, vos projets, vos salaires, vos jobs, tout ce que vous voulez. Donc moula évidemment. On a tendance à toujours souhaiter ce genre de réussite au nouvel an, mais je vous souhaite surtout, on va pas se mentir, la meilleure des fortunes, à savoir la santé. La santé est celle de vos proches. Et puis bon, maintenant qu'on s'est fait des papouilles pour souhaiter une bonne année, on pourrait se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? Ça fait des mois qu'on l'a pas vu. Et là, il arrive avec son petit débardeur, petit salto arrière, et il nous ressort une vidéo comme ça. Effectivement, les amis, j'ai été longtemps absent. En tout cas, longtemps absent de cette chaîne, longtemps absent de ce podcast. Alors pour ceux qui regarderaient ce podcast, à savoir Gambade et Gamberge, ou qui découvriraient ma chaîne pour la première fois via cet épisode, sachez que vous n'êtes pas au bon endroit pour vous faire une idée globale du projet. Maintenant, on est là, on est ensemble, on est bien. Comme vous pouvez le constater, on n'est plus vraiment, comme dans certains épisodes, en forêt domaniale des Yvelines, du Vexin, des Hauts-de-France ou de la Loire-Atlantique, hein, comme vous pouvez le constater, comme on dit. Pour ceux qui ont un peu d'observation, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a plus ou moins derrière moi, mais on est effectivement à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et alors, ça peut vous paraître lunaire, mais il est 8h du matin. On est à Dubaï un lendemain de réveillon de New Year's Eve, comme ils disent, de Nouvel An. Et il y a des dizaines de personnes en train de courir, des gens en train de pique-niquer. Et encore, je me suis mis à tourner maintenant, mais j'ai eu des petites galères avec le trépied à régler. Et pendant que je suis arrivé à la plage et que j'ai réglé mes trucs, c'était déjà blindé. Écoutez, c'est intéressant. Alors, je sais que normalement, ces micros... Alors, les micros sont réparés pour ceux qui suivent le podcast. Je sais que strictement personne n'en a quoi que ce soit à faire, mais les micros sont revenus du SAV. Alors, ça fait partie d'une des petites excuses, pardonnez-moi, que j'ai d'avoir un peu traîné à revenir, mais vous le verrez, parce que je vais évidemment vous faire le plaisir de vous narrer l'histoire de pourquoi est-ce que ça a été aussi long de reprendre et pourquoi ça a failli ne pas reprendre. Et là, vous le constatez sûrement à l'oreille que je passe devant un petit oui qui vend du thé et qui passe de la musique. Parce que là, en fait, je suis dans la partie de la plage de Dubaï, donc c'est une plage qui s'appelle Mercato Plage, ou Kite Surf Beach. Parce qu'il y en a qui font du kitesurf, mais il y a aussi le marché aux poissons. Donc là, vous allez voir que je vais passer dans un tronçon, pour les plus observateurs d'entre vous, où en fait on voit plus la plage. C'est normal, c'est parce qu'on est devant les zones où ils rangent les bateaux, où il y a l'accès au marché aux poissons, etc. Donc la plage reprend, le paysage paradisiaque reprend dans quelques minutes, surtout ne vous inquiétez pas. Mais je vous disais, je sais plus trop quoi. Oui, les micros sont réparés. Navré sur les potentiels nuisances sonores que vous pourrez rencontrer pendant cet épisode. Le but, c'est pas de faire un truc parfait, mais d'avoir l'audace et le culot en même temps de reprendre comme si de rien n'était un 1er janvier
matin post-réveillon, en sachant qu'en plus de ça, hier, on était donc à la maison dans la Bicoque où j'ai le plaisir, quand je suis à Dubaï, de vivre avec Arthur Katz, avec Oussama Hamar, avec Adam, avec plein de gens dont j'ai parlé certainement à des moments dans des podcasts, dans des trucs, ou dont mes comparses ont déjà parlé. Et hier, il y avait effectivement à la maison une petite sauterie qui a dû réunir, je pense, une petite centaine de personnes. C'était assez sympa. Et surtout parce que ça a été organisé de manière ouverte. En fait, Arthur et Ous ont dit sur Insta, alors je sais plus sur quoi ils l'ont dit, mais en gros, ceux qui veulent postuler viennent à la soirée. Vous postulez, nous on fait notre petite sélection en fonction de plein de paramètres, mais surtout en fonction du réalisme de l'accès à Dubaï, parce qu'il y a des gens évidemment qui ont postulé depuis très très loin, mais qui n'ont pas compris qu'en fait il allait falloir venir. Et par contre, ce qui est assez bluffant, c'est qu'il y a des gens qui sont venus de très loin, de France par exemple, mais d'Asie aussi, et qui sont venus littéralement pour ça. On en a même un ou deux qui ont atterri quelques heures avant la soirée, parce que c'était comme ça, les avions tombaient comme ça, et puis les horaires étaient comme ça, et qui sont venus directement passer une bonne soirée avec nous, donc c'est très très cool. Donc voilà, donc on se retrouve, on va pas tortiller 300 ans. Il y a eu faute grave, il y a eu du temps qui est passé, et pour autant, je me dis, ce serait quand même bête de ne pas se retrouver, surtout dans des bonnes conditions comme ça, qui en plus n'ont jamais eu lieu en amont sur le podcast. Il faut savoir qu'à l'époque où vraiment j'étais intense dans Gambas des Gamberges, c'était compliqué en fait de tourner depuis Dubaï quand j'étais à Dubaï, pour une raison simple. Alors, déjà, il y a la chaleur, il y a tout ce que tu veux comme excuse de fragile, mais c'est surtout qu'en fait les heures où moi je tourne Gambas des Gamberges, donc c'est-à-dire très tôt le matin. Alors aujourd'hui, vous l'avez entendu, il est à peine que 8h, mais il n'est pas aussi tôt que d'habitude quand je tourne, puisqu'en France je tourne à partir de 6h du matin, 6h30 du matin, mais il y avait ce problème de la lumière qui disparaissait. Alors ici on n'a pas le problème de la lumière qui se lève pas assez tôt, bien au contraire. Elle se lève même un petit peu trop tôt pour nous cuire, mais il y a la chaleur qui peut être intense, mais au-delà de ça, en fait, c'est que le matin, quand je suis à Dubaï, en tout cas dans les anciens paramètres dans lesquels j'étais cette année, on partait marcher avec Ous. On se faisait des longues marches, donc sur la même plage, pour le coup, celle où je suis à l'heure actuelle. Ça nous arrivait de varier, mais on était majoritairement ici pour une simple raison, c'est qu'il y a une longue piste de à peu près 7-8 km, un peu molle. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le truc vert là. En gros, ils ont fait ça, je pense, pour tous les gens qui courent, tous les gens qui marchent. C'est une piste un peu molle qui fait que on se prend pas trop de vibrations dans les genoux, vous savez, pour les impacts, etc. Et donc on se faisait des longues marches avec Ous, parfois on avait Arthur avec nous, parfois on avait Adam, etc. Mais c'était pas vraiment l'occasion alors ça aurait pu être drôle de le faire une fois, mais c'était pas vraiment l'occasion de tourner des épisodes de Gambas des Gamberges, même si évidemment ça aurait été super d'avoir Ous dans le podcast, etc. Même si pour les plus attentifs d'entre vous, vous savez qu'il y a un épisode spécial, que je tournais depuis le domaine d'Ablon, en Normandie, où Ous nous fait la gentillesse d'apparaître en slip. Donc je vous invite à aller découvrir cet épisode qui est incroyable. Donc voilà, je sais plus trop où aller cette phrase. On s'est quand même couché tard hier soir. Alors évidemment vous me connaissez, moi je suis pas dans la team, je me fracasse pas la tête. Mais les soirées sont intenses parce que il faut être quand même là, il faut quand même s'occuper un peu des invités, il faut gérer, puis ça fait plaisir de voir plein de gens, donc on a plein de discussions, il y en a qui sont longues, il y en a qui sont courtes. Donc on sait pas, moi en tout cas, je me suis pas couché au lever du jour comme certains fêtards, bien au contraire. Mais on n'a pas beaucoup dormi, je vais vous dire. Et évidemment là j'ai laissé la maison totalement endormie. C'est très drôle d'ailleurs, j'adore cette espèce de sensation de calme absolu. Tout ça pour venir ici à la plage pour tourner cet épisode en me disant, là, je vais être plus que peinard, mon coquin. Je vais avoir la plage pour moi tout seul. Ah, ouais. On a un runner qui vient de me frôler la gueule et qui a poussé un espèce de petit cri de fragile juste après, mais je pense qu'il est en train de tout donner et de regretter peut-être les abus de la veille, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans la tête de quelqu'un qui enfin, je dis pas qu'il y en a dans la plage où je cours, enfin où je marche, pardon, mais la tête de quelqu'un qui un petit peu d'ombre, qu'est-ce que ça fait du bien. Autant à Paris, dans les quelques villes de France où c'est pas caniculaire, l'ombre c'est quelque chose dont vous vous foutez littéralement, ou alors plutôt qui va vous gonfler parce que ça va vous masquer votre petit soleil et vous empêcher de synthétiser un peu de vitamine D, si je dis pas de conneries.
Ici, l'ombre, c'est carrément salvateur. Hein. C'est le kiff. C'est le kiff. Alors, sur cette plage, et comme dans beaucoup d'endroits dans Dubaï, il y a une petite communauté très spécifique qui sont... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer. Je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être que je cadre mal, hein, excusez-moi, mais qui sont les chats errants des plages de Dubaï. Donc, ils sont errants, mais en fait, ils sont vraiment chez eux, littéralement. C'est les tauliers de la plage. Il y a deux choses que vous verrez en permanence, sauf les jours de tempête, parce qu'il arrive qu'il y ait des tempêtes de vent, donc qui soulèvent énormément de particules de sable, etc., dans les bords de mer aux Émirats. Donc c'est évidemment des jours où les plages sont désertes, parce que c'est vraiment, quand je vous dis des tempêtes, c'est pas pour rigoler. Mais sinon, si vous venez à n'importe quel autre moment de l'année, vous tomberez sur deux paramètres qui changent jamais. Les premiers, donc, c'est les chats, donc, qui sont sur certains tronçons, on en croisera d'autres, je vous les montrerai petit à petit, mais on va pas non plus faire l'épisode dessus. J'ai vraiment une mouche qui s'est posée sur les objectifs. Alors ici, il y a des moucherons, des mouches, ça casse la tête, parce qu'il fait chaud, parce que des fois, il n'y a pas d'humidité du tout, il y en a, ça dépend. Ils adorent se foutre devant les yeux des gens, comme devant les yeux des vaches. Donc le premier paramètre, c'est les chats qui ont pris possession de la plage. Ils sont vraiment les tauliers, et si un jour vous venez, vous verrez à quel point ils sont... C'est même pas qu'ils sont sociaux, en fait, c'est que ils ont compris le pouvoir qu'ils avaient pris sur ce pan de littoral. Évidemment, ils se font nourrir, je pense, par des gens, même si je crois que c'est un peu interdit de les nourrir. Enfin, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi. Mais c'est vraiment les tauliers, et parfois, il peut y avoir, sur un tronçon, il peut y avoir 600 personnes qui passent, ça va pas les faire bouger d'une oreille. C'est pas du tout des chats un tout petit peu craintifs ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour... voilà, comme ça, vous le savez, vous pourrez faire genre, vous connaissez les plages de Dubaï. Et le deuxième paramètre que vous verrez toujours, vous allez voir, je vais le cadrer sans trop le cadrer, parce que j'aime pas... j'aime pas filmer les gens sans leur demander, entre guillemets, leur autorisation, mais là, ça va être un peu particulier. C'est que sur les plages de Dubaï, où vous avez des pistes de marche tout le long, hein, parce que c'est pas forcément le cas, vous voyez, c'est le monsieur qui est juste là. Sur les plages de Dubaï, vous avez des pistes de marche tout le long, vous avez ce que moi j'appelle des pousseurs de sable. Donc c'est des gens qui toute la journée balayent le sable et l'enlèvent de la piste pour que les gens qui marchent ne marchent pas sur du sable. Alors vous allez dire, mais quel intérêt on s'en fout, au contraire, on vient à la plage, c'est pour marcher sur du sable. Alors déjà, non, si je veux marcher sur du sable, j'ai qu'à aller carrément sur le banc de sable, puisqu'il y a le banc de sable avant l'eau. Mais en plus de ça, il faut vous dire un truc, c'est qu'en fait, s'ils ne poussaient pas le sable en permanence, la piste serait intégralement recouverte en très peu de temps. On verrait strictement plus rien. Parce que ça va à une vitesse avec le petit vent qu'il y a quand même en continu sur les bords de mer ici. Et donc, en fait, voilà, ils poussent, et puis il y a cette espèce de côté où la ville doit être parfaite, elle doit être esthétiquement irréprochable en permanence à toute heure du jour. Parce qu'on ne veut pas que les gens qui viennent pour la première fois en aient une image spécialement différente ou dégradée de quelqu'un d'autre. Et donc tous les 100, 200, 300 mètres, ça dépend des jours, ça dépend je pense aussi du pic de fréquentation et du niveau du vent. Vous verrez des pousseurs de sable. C'est des gens qui me font un peu mal au cœur, je vous cache pas, parce que c'est quand même un job qui consiste à faire du surplace en faisant quand même des efforts physiques, parce qu'il faut pousser du sable. Alors vous allez voir, je sais pas s'ils auront décollé au moment où j'arrive, mais là il y a 2 chats de la plage qui sont en train de se bagarrer à un truc. C'est des jeunes chats, vous allez voir. Il y a beaucoup de chats roux à Dubaï, c'est bizarre. Roux ou tigré roux. Et là, ils me regardent en mode, alors toi, t'as quelque chose à bouffer? Non, c'est un micro. Bon, ils se sont séparés, on n'en verra qu'un. Enfin, on en a un qui est là, je sais pas si vous le voyez. Et le deuxième parrain, il est là. Tac, encore un. Et alors, pour pas vous dire que je vous dis des conneries, vous en avez même carrément un 3e ici. Oui, c'est vous dire à quel point c'est vraiment leur plage. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais vous savez, c'est un peu comme les singes. Je ne sais pas si vous avez fait la Thaïlande ou Bali ou des trucs comme ça. Il y a des zones où très très touristiques, très très visitées, qui sont généralement en forêt assez dense, où on a des singes qui sont là, mais qui sont hyper habitués aux hommes, et qui viennent et qui chippent des objets, ou à qui on donne à bouffer, etc. Je ne sais pas quelle race de singe c'est d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est des... Ouais, j'ai aucune idée. Dites-nous des babouins ou des... Je sais pas trop. Je crois pas que ce soit des chimpanzés. Ici, c'est pas des singes, c'est des chats. C'est des chats tout mignons. Alors, il y en a qui ont des gueules un peu cassées. On sent que ça fait des années qu'ils sont là et qui cassent des bouches occasionnellement pour rappeler que c'est leur territoire. Parce que j'imagine qu'il y a quand même
une espèce de notion de territorialité. Ça reste des félins, même si c'est pas vraiment les félins les plus sauvages que vous verrez sur Terre. Donc voilà, écoutez, je vais faire un petit changement de bras et puis on va essayer de rentrer dans cet épisode après cette longue intro. Vous voyez, je n'ai pas perdu les codes de Gambas des Gamberges. On conserve les mêmes clés et puis pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, encore une fois, bienvenue à vous. Mais vous avez démarré par le pire épisode par lequel démarrer. Mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, donc on est sur la plage à Dubaï. Excusez-moi, je contrôlais que les micros tournaient bien. Vous le voyez, il y a des gens qui courent, des amoureux qui marchent. Le matin, il y a beaucoup de gens en couple qui viennent marcher. Je pense que certains se font la piste en entier, d'autres se la font à moitié. Et moi, ce que j'aime beaucoup, alors là, c'est un peu particulier. Encore une fois, on est le 1er janvier. Mais vous allez voir, on va en croiser un juste dans 2 secondes, qui arrive dans le sens inverse. Il y a beaucoup de personnes âgées, mais parfois, genre, extrêmement âgées. Surtout des locaux qui viennent se faire la petite marche le matin. Parce qu'en fait, mine de rien, le matin, ça vous a l'air peut-être déjà un petit peu... crowded, un petit peu blindé entre guillemets, mais c'est le moment où évidemment il y a le moins de monde. Alors ce qui est assez marrant avec Dubaï, c'est que je crois que c'est pas, enfin je sais pas si c'est le cas sur toutes les plages, mais en tout cas celle-ci elle ferme à un moment donné le soir pour des raisons de sécurité. Il n'y a pas de baignade la nuit, c'est interdit, c'est contrôlé, mais je crois que ça ferme assez suffisamment tard pour que ce soit sympa, mais suffisamment tôt pour que ce soit raisonnable en termes de sécurité. La sécurité à Dubaï est un point extrêmement important. Mais le reste du temps de la journée et surtout de la soirée, en fait, c'est très festif les plages, parce que vous allez voir, on va passer dans des zones où il y a pas mal de restos, de bars, etc. De plages, hein, évidemment, des trucs de plage, etc. Mais c'est très, quand il fait bon, quand c'est pas encore trop caniculaire, et qu'il y a du monde, et puis en fonction des divers événements de l'année, où il peut y avoir des concentrations touristiques un peu différentes. Le soir, la plage, c'est hyper sympa, c'est très très rempli. Alors moi, je suis pas forcément un mec qui sort et qui aime ça, etc. Mais c'est toujours assez agréable parce que c'est là, la plage où je suis, c'est très familial. Donc en fait, c'est pas trop l'esprit night, etc. C'est plutôt au contraire le moment détente entre amis. Donc je vais arrêter de vous faire le guide touristique de la plage parce qu'en fait, vous allez voir que c'est la même plage pendant 7 bornes. Je sais pas si on va faire les 7 bornes ensemble, mais en tous les cas, ça changera pas beaucoup. Il y a la mer de ce côté-là. Pardon, j'ai enlevé le micro. La piste de l'autre côté, et des gens qui courent et des gens qui marchent, et j'espère pas trop de vent dans le micro, et pas trop de bruit. Là on a eu de la chance, à part tout à l'heure la petite bande son, il n'y a pas trop de nuisances. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour justifier une absence aussi longue, aussi scandaleuse? Bah écoutez, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Premièrement, ça va être le bal des excuses, le festival des prétextes, allons-y. Premièrement, déjà j'ai été très occupé en début d'année, pas du tout en début d'année, à la rentrée 2023, c'est-à-dire à partir de septembre. Vous l'avez peut-être pas forcément vu parce que les sorties ont été aussi plus ou moins compromises et décalées, mais il y a eu beaucoup d'enregistrements d'épisodes, il y a eu des marathons de tournage un petit peu, que ce soit avec Ous ou sur d'autres projets. J'ai pu être sollicité pas mal sur différents podcasts. Alors je dis pas oui tout le temps. Alors là par contre, calmons-nous, je fais pas du tout le gars exigeant, sélectif, ministre, mais parfois il y a vraiment des invitations, c'est pas méchant, mais qui sont un peu à côté de la plaque. Et c'est des gens qui cherchent à avoir des invités un peu coûte que coûte, mais où il n'y a aucun alignement dans le thème, dans le sujet, enfin il y a vraiment pas débat, il n'y a pas vraiment de pertinence à être là, et en plus de ça, il y a une petite pesanteur logistique à gérer. Donc j'essaie de filtrer comme ça, j'essaie de dire oui au maximum de projets. Encore faut-il qu'il y ait un fit avec la personne qui me propose. Évidemment, moi, si j'ai pas l'impression que je vais passer un bon moment, je me force pas. Mais il y a eu quand même beaucoup de petits, beaucoup. Il y a eu quelques tournages en début d'année. Bref, il y a eu l'anniversaire de Ous au domaine d'Ablon, etc. Et là, à ce moment-là, j'ai eu moi un petit, alors je sais pas si j'en avais parlé, mais j'ai eu un petit kick de santé, rien de grave du tout, mais un petit truc qui vient ralentir un petit peu le rythme et l'intensité qu'on peut mettre. Et une mésaventure qui m'est arrivée, donc malheureusement je passerai les détails, vous allez me dire mais quelle enflure celui-là, il nous fait un teasing comme d'habitude, mais là en plus de ça il va se permettre de pas nous donner des détails. Non, je donne pas les détails parce que c'est quelque chose qui reste privé, qui a été très compliqué à gérer, très long à gérer, avec énormément de charge mentale, avec des risques. Voilà, c'est un truc qui, sans en donner de détails, mais peut arriver à tout le monde. Alors là, ça ne concerne pas la santé, ce que je vous dis, c'est un autre sujet, c'est un sujet plutôt légal, administratif, chiant, où moi, évidemment, j'avais beau être dans
bon droit le plus total. C'était très chiant à gérer, même en France, quand on est dans son bon droit et qu'on est soi-même la personne qui est pénalisée, qui est dérangée. Et c'est très long, c'est très dur à gérer. C'est souvent nous qui gérons tout seul parce que c'est nous qui avons le problème. Donc en fait, si on veut que ça se règle, autant que ce soit nous de nous bouger le cul et pas aux instances, et pas l'administration, etc. Mais on sait comme ça, faut juste l'intégrer dans son mindset. Moi, ça fait longtemps que c'est intégré. J'ai été élevé par une mère qui a toujours fait face aux aléas administratifs, etc. Et Dieu sait qu'on en a eu quand j'étais jeune. Et qui m'a en fait très vite fait comprendre que s'il y a un souci, c'est nous qui réglons. Et éventuellement, si on a un petit coup de pouce de l'extérieur, tant mieux, ça n'est qu'une surprise positive. Donc voilà, ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'argent. Ça s'est réglé, donc je vous rassure, tout est rentré dans l'ordre. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais d'ailleurs. J'étais assez étonné. Mais ça m'a bouffé une charge mentale, vous n'avez pas idée. Et le petit détail particulier, c'est que, alors encore une fois, c'est navré de ne pas pouvoir vous donner plus d'infos, plus d'explications techniques ou quoi que ce soit, mais au cours de ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose qui a un rapport avec mon logement français à Nantes. Au cours de ce qui m'est arrivé, en fait, j'ai perdu une voire plusieurs machines. Donc machine, quand j'entends machine, c'est ordinateur et disque dur. Sur lesquels, entre autres, parce que le plus grave, même si je vous aime de tout mon cœur et que je suis ravi d'avoir pu faire vivre ce petit podcast, parmi lesquels, entre autres, il y avait des rushs de 3 ou 4. Alors je dirais 4 pour gonfler les chiffres en n'étant pas sûr, mais ça vous donnerait une impression de waouh, putain, on en a perdu des trucs. Mais je crois que c'est que 3. Alors attendez, je fais une mini pause parce que celle-là, elle est quand même trop belle. Je sais pas si vous la voyez, je sais pas si j'ai fait un travelling efficace. En plus, ça a été dans l'ombre. Je sais pas si la caméra a eu le temps de faire une compensation de lumière. Mais pourquoi je dis elle ? Pourquoi je sais que c'était une femelle ? En tout cas 99%. C'est parce que c'est un chat. Alors ça c'est génial à Dubaï, c'est que les gens se checkent. Bon là c'est la bonne année, donc ils se souhaitent bonne année, c'est logique. Mais les gens se checkent, en fait, s'ils se sont croisés une fois à la plage en courant le matin et qu'ils se recroisent, même si c'est 40 jours après, en fait ils vont se rappeler l'un de l'autre. Alors il faut être un peu physionomiste. Mais ça y est, en gros on fait partie, on est du réseau des coureurs du matin. Et donc on se dit bonjour. Moi quand on marche régulièrement avec Ous, il arrivait certains matins où c'était bonjour tous les 200 mètres. On avait tous les anciens enfin bref. Donc pourquoi là j'ai fait une double digression. Mais c'est malgré moi, c'est l'environnement. Pourquoi je savais que c'était une femelle, en tout cas 99%, parce que c'est une chatte, c'est un chat qui a qui a même 3 couleurs ou plus sur elle. Donc là on voyait une chatte tachetée blanche, noire et marron clair. Et en fait, de ce que m'avait expliqué, parce que ça, je sais pas si je vous l'avais dit, mais petit, j'ai fait à plusieurs reprises des stages chez un vétérinaire dans mon quartier d'enfance. Moi, j'ai grandi à Ballard, dans le 15e arrondissement, et il y avait un vétérinaire incroyable qui s'appelait Jean-Luc Indjian, qui m'a pris régulièrement en stage et qui était juste le GOAT de la transmission. Je sais pas si je voulais faire vétérinaire, je crois pas que je voulais faire vétérinaire, c'est juste... j'ai un amour particulièrement profond pour les animaux. Vous le savez, un faible pour évidemment les races félines. Mais c'était incroyable. Et il m'avait expliqué, il m'a dit quand il y a plus de 3 couleurs sur la robe, donc la robe c'est le pelage, dans l'écrasante majorité des cas, puisque même il existe quand même toujours des exceptions, dans l'écrasante majorité des cas, allez hop, encore un petit. On a surpris carrément aux toilettes, excuse-nous gros, on voulait pas te gêner. Dans l'écrasante majorité des cas, il s'agit d'une femelle. Me demandez pas vraiment pourquoi, c'est quelque chose de génétique. Donc voilà, donc quand vous voyez un chat qui a plus de 3 couleurs, mais je l'ai peut-être déjà dit dans un épisode quand je vous ai parlé de la petite chatte que j'ai récupérée en bord d'une route, dans un champ derrière une route. Bref, voilà, donc revenons évidemment à ce qu'on a oublié, c'est de quoi je vous parlais. Ouais. Donc il y a des machines qui ont disparu, il y a des disques durs qui ont disparu. C'est la vie, c'est comme ça, c'est dur, ça casse la tête. Et on ne peut que s'en vouloir parce que il y avait des épisodes qui étaient là depuis un moment, parce que je les avais tournés après l'été à la rentrée, mais j'avais pas eu le temps, même si en fait il suffit de le trouver le temps pour l'avoir. J'avais pas pris le temps de monter, de sécuriser les rushs ailleurs. J'avais pourtant un bon protocole. Alors en fait le problème du protocole c'est que
les ordis, enfin il y en a plusieurs mais l'ordinateur et le disque dur externe à l'ordinateur qui sont partis, c'était ceux qui faisaient partie des espaces de sauvegarde en fait, des seuls espaces de sauvegarde des rushs. Donc les aléas ont fait que les deux ont sauté, donc il y a trois beaux épisodes qui ont sauté, dont celui un peu final que j'avais prévu, et donc qui sortira jamais. Donc voilà, déjà il y a eu l'incapacité, j'ai pas pu revenir, donc je me suis rendu compte assez tard quand même que les machines avaient sauté. Enfin bref, pour vous épargner les détails, c'est comme ça, hein, c'est assez désagréable et à gérer. Comme je vous dis, ça a pris du temps, hein, c'est pas du tout quelque chose qui m'a occupé que quelques jours, c'est quelque chose qui a pris du temps, qui m'a bouffé de la charge mentale, de la charge financière, qui m'a même vachement déconcentré de mes projets en cours. Au début, je me suis même un peu surpris à être autant pris mentalement par ce truc-là. Et puis bon, après, c'est normal, il y a tellement d'enjeux. À mon petit niveau, il y avait tellement d'enjeux qu'il fallait que je sois focus. Et puis finalement, voilà, ça s'est réglé, tout allait bien. C'était un peu chiant à gérer parce que moi, j'étais beaucoup à Lille en cette fin d'année. Et donc, je gérais ça un peu à distance depuis Lille. Et malheureusement, voilà, ça a été la disparition de 3 épisodes. Et je vous cache pas que cette disparition de Rush m'a mis un peu un coup. En plus de ça, comme ça m'a bouffé du temps, c'est évidemment le bal des excuses, hein, comme je vous dis. Ça m'a bouffé du temps, de l'énergie, etc. Bon, j'ai dû me concentrer sur mes revenus et j'ai dû aller chercher... j'ai dû aller bosser plus dur sur certains sujets. Surtout, voilà, j'ai perdu du matériel, donc c'est compliqué, mais il faut aller essayer de le récupérer. En tout cas, d'en racheter d'autres. Et donc, en fait, le côté tournage, machin, c'était plus du tout d'actualité. Et puis, on était complètement rentré dans la phase avancée de l'automne, mais aussi de l'hiver. Et donc, le jour, vous connaissez le problème du jour qui se lève beaucoup trop tard le week-end pour pouvoir aller tourner des épisodes. Donc, en fait, Gambard des Gamberges n'était plus du tout un sujet de production et malheureusement plus non plus de post-production et publication, puisque les 3-4 épisodes que j'aurais pu sortir petit à petit n'étaient plus de ce monde, en tout cas pour moi. Et j'ai jamais eu de moyen de pouvoir les récupérer. Et puis les mois sont passés, voilà, et je savais qu'il fallait que je serre les dents et que je charbonne dur jusqu'à la fin de l'année, parce que ça a été une fin d'année compliquée à gérer, même s'il y a eu plein de super trucs. Je suis assez content de ce que j'ai pu et ce qu'on a pu faire, mais ça a été un peu intense. Donc voilà pour grosso modo ce qui explique l'absence. Et plus ça allait, plus j'y pensais, plus la pression retombait au fur et à mesure des semaines qui me rapprochaient de la fin d'année, où je savais que mes échéances, que j'allais tenir mes échéances, etc. sur les différents projets en cours. Plus on va dire, ça m'apaisait en termes de réflexion, et plus évidemment j'avais envie de reprendre au moins une fois comme aujourd'hui le stabilisateur et le micro pour vous donner des nouvelles, pour vous tenir informés, etc. Voilà, donc c'est à peu près tout, hein. Il n'y a pas beaucoup de faits divers supplémentaires. Commence à faire chaud, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis un petit peu en nage. La chaleur monte vite le matin, surtout sur des zones aussi plates que la plage. Alors là, on va avoir un petit souci, c'est qu'en fait, j'ai rallumé la caméra maintenant, mais c'était pas nécessairement très, très, très stratégique, puisque je crois que là, je vais traverser alors c'est pas long, hein, c'est un petit passage, mais je crois que c'est vraiment un passage où ils mettent du son, ils mettent de la musique, même le matin. Non, mais ça va, c'est détente. Alors j'espère, franchement, je vais continuer à tourner. Excusez-moi si jamais c'est inaudible, mais je pense pas. Je pense que le micro est suffisamment près de moi pour... peut-être que vous entendrez un fond. Mais voilà, donc il y a plein de gens qui courent, on est dans une zone de la plage très cool. On commence à avoir des restos, on commence à avoir des petits... Il y a des terrains de paddle, il y a des terrains de volley, il y a des trucs de muscu, il y a des grands endroits pour que les familles puissent se poser, pour que les amoureux puissent déguster une glace ensemble. Il y a de l'eau, il y a tout ce que vous voulez en fait pour vous amuser le week-end et puis la journée. Je sais pas pourquoi je me transforme en promoteur, mais en fait c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que à la fois il y a du monde, donc c'est cool, ça fait plaisir, mais on est dans la jauge, la dimension qui moi me correspond, où il y a du monde mais pas trop. C'est pas l'endroit où c'est bondé, où on peut plus marcher, où on sait plus où on est, où il faut faire avec 8000 ans au moindre truc qu'on veut. Et voilà, moi j'aime aller dans d'autres endroits, peut-être un peu plus fréquentés, etc. Mais j'ai pas, on va dire, une appétence prioritaire sur ce genre sur les trucs où c'est trop blindé. Je préfère nettement quand c'est plus calme. Voilà, donc ici, comme c'est sympa, il y a plein de petites guérites, il y a plein de petits containers
un peu food truck, etc. Il y a plein de petites influenceuses, de petits influenceurs qui viennent prendre des photos un peu stylées, même le matin, même de bon matin, c'est marrant. Voilà, il y a même un Starbucks, c'est pour vous dire. Alors, c'est pas le Starbucks des champs, mais il y a tout. Moi, évidemment, vous le savez, y compris le 1er janvier, je suis en jeûne toute la journée jusqu'au soir. Alors en ce moment, c'est un kiff monumental parce que pour des soucis de pratique, mais aussi de santé et de logistique, il y a quand même pas mal de monde à la maison, y compris des petits. Adam et Arthur ont pris un chef. Alors on en avait déjà eu à un moment donné, mais c'était venu, c'était parti, c'était pas toujours hyper nécessaire. Et ça marche pas toujours super. Hein. Et là, on a un jeune chef à la maison qui est russe, Sergueï, et qui est vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est lui qui s'est occupé de préparer tout ce qui se bouffait, littéralement tout ce qui se bouffait hier à notre soirée spéciale 31. Et je dois avouer que ce garçon, il est assez impressionnant. Alors, évidemment, il n'y a rien qui impressionnera ceux qui ont les mêmes références que lui, parce que c'est quelqu'un qui a fait du palace, c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps pour des grosses maisons. Et en fait, c'est juste qu'il sait ce qu'il fait. Et il a un sang-froid et un mental qui fait qu'il n'est pas impressionné par quoi que ce soit. Mais donc, c'est très cool parce que moi, je suis dans une bonne phase actuellement où je m'entraîne bien, je suis dans des bons entraînements en ce moment, même si je vais toujours un peu trop loin. Attendez, je contrôle juste le téléphone parce que je crois qu'il s'est mis à vibrer. Pas du tout, c'est moi qui ai complètement halluciné. Et donc je vous disais, ce jeune Sergueï, c'est un kiff de l'avoir parce que déjà il cuisine, il a l'initiative. Hein. Vous savez, l'intérêt d'un chef quand il travaille dans une maison, dans une famille, c'est que ok, on lui dit ce qu'on veut, on lui dit ce qu'on veut pas dans les moments où ça a un intérêt. Mais c'est surtout quelqu'un qui est proactif et qui va pas attendre qu'on lui dise alors tu prends ça, tu fais ci. Il va proposer des trucs et il fait en fait, il est très complet. Il fait d'excellentes pizzas, il fait d'excellents sushis, il fait d'excellentes pâtes, il fait d'excellentes recettes un peu diète, il fait d'excellentes salades. Il a une maîtrise de la cuisson des viandes qui est bluffante. Il nous a fait un bœuf Wellington l'autre jour, là, c'était à tomber par terre, avec une cuisson saignante, pure que saignante à cœur, parfaite. Enfin bref, c'était... Je vous fais saliver, il est alors je sais pas, il doit être 8h30, 9h du matin maintenant. C'est drôle. Donc voilà, et donc ce qui est très cool de l'avoir, c'est que à tout moment, vous voyez, hier, moi j'avais pas trop envie de déconner avec le buffet. Alors il nous a fait que des trucs sains, hein, il nous a pas fait de la malbouffe ou quoi que ce soit, c'est pas trop le genre. Mais bon, il a fait des pizzas maison, il a fait des sushis, des trucs, donc c'est vite calorique et c'est vite pas forcément ultra optimal pour la diète. Et donc ce qui est intéressant quand on a quelqu'un comme ça qui est aussi complet, aussi efficace, c'est qu'il suffit de lui dire bon voilà, avant que la soirée démarre, tu me fais une omelette de compète avec plus de blanc que de jaune, et puis du poulet, et puis une salade. Et le type, on se le serait fait nous-mêmes, ce serait la même chose, hein, mais on aurait une assiette plus que triste. Et lui, en fait, en respectant le cahier des charges, il fait une assiette délicieuse, mais qui, en plus de ça, répond à toutes nos attentes diététiques et macro-nutritionnelles. Et donc, c'est vraiment très, très cool. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. On embrasse très fort évidemment Sergueï, qui ne regarde absolument pas ce podcast puisqu'il ne parle pas français. Mais peut-être on ne sait pas un jour. Donc voilà, c'est juste pour vous en parler. C'est souvent un truc quand les gens disent qu'ils ont un chef. Alors déjà le mot chef n'est pas forcément le plus approprié. Ça fait un peu, c'est peut-être un peu présomptueux parfois dans certaines situations. On a juste un cuistot, on a juste un mec qui fait les gamelles pour la famille. Mais parfois c'est vraiment des chefs là. Le jeune qu'on a, c'est vraiment un type qui a été formé dans les grandes maisons. Je pense même qu'il a tenu des parties entières dans certaines cuisines. Mais quand on dit, voilà, quand on parle d'un chef à domicile permanent, hein, les gens sont là, ah, c'est quoi ces trucs de... Évidemment, il faut avoir les moyens, hein, c'est un employé, il faut le rémunérer, il faut... parfois, nous, je crois pas que ce soit le cas là, avec Sergueï, j'en sais rien, mais parfois à Dubaï, il faut aussi avoir il y a un enjeu de logement, de mobilité de la personne. Alors ça fait truc évidemment, c'est un truc de gens qui ont les moyens. Hein, c'est ni vous ni moi qui allons dire le contraire, mais la plus-value, en tout cas, est beaucoup plus importante et logique et appréciable que ce qu'on croit. En fait, c'est pas le côté
se faire servir comme des banquiers d'affaires dans les grands bâtiments du 8e. Il y avait un film avec Gérard Lanvin comme ça, qui s'appelle Erreur de la banque en votre faveur, où il est chef pour des grands banquiers. Mais parce que lui, c'est un vrai chef. Mais c'est pas vraiment ça. L'idée, c'est que c'est quelqu'un qui s'occupe des choses, donc il n'y a rien à faire parce qu'il fait tout, il fait les courses. Et surtout, il fait les choses bien, il fait les choses comme on l'a demandé. Et avec un savoir-faire que nous, on aura. Alors, même si on cuisine, Ous cuisine bien, Arthur cuisine bien, moi je cuisine bien. Je sais pas si Adam cuisine bien, mais en tout cas, on est loin d'être des quiches totales dans la maison. Mais il y aura toujours un savoir-faire que nous, on n'atteindra jamais dans le niveau d'un vrai chef qui fait ça toute la journée et qui aime faire ça. Et puis, à ce que je vous dis, ce côté hyper appréciable de la force de proposition, du côté être capable d'être à l'initiative et parfois surprendre un peu les gens. Et puis, quand aussi il y a des événements particuliers où il faut envoyer la sauce, comme hier soir, le 31, il y a des gens qui sont capables de le faire et ça, c'est super cool. On va pas faire peut-être tout le podcast sur Dubaï, sur les chefs, pas les chefs, etc. Mais je divague, il n'y a pas beaucoup de philosophie, mais qu'en même temps, c'est un podcast de reprise, c'est un épisode de reprise. Je sais pas trop quoi vous dire, mais je vais peut-être vous parler des projets, parce que forcément, on est dans une nouvelle année, on est dans le premier jour de l'année 2024, donc j'imagine que vous avez plein de nouveaux projets. Écoutez, moi aussi, de nouveaux projets ou de projets qui ont récemment éclos. Donc ouais, ça peut être cool de se faire un petit point. Je vais changer de bras. Parce qu'en fait, plus ça va, plus c'est compliqué. Mais avec la chaleur, je vous cache pas que ça rajoute quand même un peu de difficulté. Voilà. Je vous reprends tout de suite. Je vais me faire quelques mètres là. Je vais apprécier un petit peu. Regardez-moi cet envolé de pigeons juste en votre honneur. Je sais pas ce qu'ils viennent foutre. Il y aura un morceau de pain, ils sont à 200 à se battre dessus. Je me fais une petite pause de bras et je vous reprends et vous ne verrez évidemment pas la transition. Et on va parler un petit peu des projets 2024. Comme tout le monde, évidemment, j'ai eu des trucs super cool sur 2023, des trucs super cool et des trucs moins cool. Je suis pas trop rétrospectif, moi ça me casse un peu la tête. Le côté, tiens, faisons un bilan et tirons-en des leçons philosophiques. Chacun fait ça pour soi, je trouve que c'est suffisant. C'est un peu... de toute façon, tout ce qui est redondant et facile intellectuellement, de faire des points, faire des bilans, il y en a peut-être qui vont trouver ça intéressant. Moi, je sais pas, ça me gonfle plus qu'autre chose. Donc voilà. Mais par contre, pour 2024, ils sont toujours chelous les gens qui courent, parce qu'on se fout d'un côté, il faut toujours qu'ils arrivent du côté exact où on se met. Mais bon, c'est comme ça. 2024, parlons peu, parlons bien. Vous me connaissez et vous connaissez mon talent de dispersion. 2024, ça va peut-être s'arranger, mais c'est pas bien parti pour. Non, si, ça va, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il y a tout est fait pour que ça parte mal. Dans le sens, il y a 4000 projets en même temps qui ont aucune cohérence les uns entre les autres. Mais à tout moment, il est temps et il est faisable de s'en préserver, et de n'en choisir que certains et d'essayer d'appliquer ce que vous avez pu voir. On a eu une conversation intéressante dans un épisode du podcast Entre nous avec Oussama, où on a reçu Simon Baron, donc, qui est le Chief Product Officer d'Assess First, mais qui est aussi la personne à l'origine de notre rencontre, où tous les deux se sont un peu mis pas à me sermonner du tout, parce que c'est pas du tout comme ça évidemment que je l'ai vécu, je vous rassure, mais à m'expliquer que pour que ça pète, même si c'est cool de faire plein de trucs en même temps qui marchouillent un petit peu tous, si on veut que ça pète, il vaut mieux prendre un truc, focus, et le défoncer, et jusqu'à ce que ça pète dans le sens négatif ou positif, et puis si c'est pas ça, on prend autre chose, etc. Et ça, vous savez que moi, c'est ma pain numéro 1. Ma pain, c'est mon sujet numéro 1 pour les fidèles qui seraient contents de me retrouver ici. Alors là, je suis en plein contre-jour, je crois. Peut-être que vous ne me voyez plus, c'est pas grave, on est aussi là pour apporter des effets, pour profiter du soleil. Et voilà, donc cette année, il y a plein de sujets en même temps. Mais pour vous dire, la diversité du truc, c'est que il y a des projets entrepreneuriaux, évidemment, excusez-moi. Il y a des sujets donc, de start-up. Il y a des sujets de business, plutôt de service. Alors, plus ça va, plus on enchaîne, on va dire, les prestations, même si j'aime pas trop ce terme-là. En tout cas, les missions dans différentes boîtes concernant la formation en business development, en vente,
et la montée en compétences de BizDev dans les écoles, dans les boîtes, etc., puis là j'en reparlais encore avec les garçons à la maison, mais plus ça devient évident qu'il faut songer à productiser. D'ailleurs, ça peut être intéressant que j'ai vos retours, mais productiser dans le sens concentrer la valeur dans un produit majoritairement digital, qu'il est possible de proposer au plus grand nombre plutôt que de faire du cas par cas, qui nécessite quasiment du présentiel, en tout cas du synchrone, etc., etc. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est les mêmes schémas, à chaque fois, c'est les mêmes choses qu'on traite. On les traite évidemment d'une manière toujours de plus en plus efficace, mais on commence quand même à atteindre un niveau de systématisme, je ne sais pas si ça se dit, dans l'efficacité du traitement des différents problèmes, des différents points faibles, des différents points noirs, des différentes lacunes ou failles dans les systèmes de vente, dans les systèmes de prospection qui sont évidemment qui ont une certaine variété, mais qui sont quand même un peu tout le temps les mêmes. Quand on a l'habitude d'un domaine, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, ça c'est pas extraordinaire. Donc voilà, productiser une formation, moi en plus je suis assez passionné par ça. Le problème que j'ai, c'est que je passe plus de temps à filer des conseils, à aider, voire même à coproduire un peu dans l'ombre certains produits digitaux d'autres gens, donc d'amis à moi, de proches, parce que je travaille sur ces sujets-là plutôt avec des gens que j'aime. En plus, j'ai la chance d'avoir un panel de gens de ce domaine-là qui est très varié, donc ça va des tout petits aux plus gros mondiaux francophones en tout cas. Mais ouais, il faudrait que je m'y mette moi. Après, attention, hein, le but c'est pas de dire vas-y, on va devenir millionnaire en vendant de la formation, etc. C'est pas ça trop le sujet, c'est de même pour moi, même pour la qualité de la pédagogie que je peux mener, même pour le travail et la solidification, la consolidation et l'évolution continue des méthodes que j'enseigne et que j'essaie de démocratiser toujours plus avec une vitesse d'acquisition et d'assimilation toujours un peu plus élevée, mais sans pour autant réduire l'impact, le temps passé, les différents principes, les différentes théories, les différentes valeurs. Pour moi, c'est intéressant aussi, je ne vous cache pas, hein, voir son savoir être cristallisé à un endroit dans le but de pouvoir le rendre activable pour d'autres. C'est super intéressant, c'est quelque chose de passionnant qui motive, mais ouais, c'est un vrai business, il faut le faire entre guillemets. Alors à temps plein, je sais pas, en tous les cas, il y a un énorme effort de production, ça c'est, mais qui a lieu plutôt une fois, puis après qui peut avoir lieu de manière régulière et récurrente, pas forcément dans la totalité du produit, mais avec vraiment un entretien, de la révision de certaines choses, certains modules, certains aspects. Mais le gros travail, il est à faire une première fois pour produire la matière, le produit, quoi. Mais ça, c'est pas tant ce qui me gêne. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui me gêne. Mais le sujet... Attendez, je laisse passer. Ça, vous entendez pas trop la musique, mais le sujet, c'est vraiment le côté... derrière, il faut gérer, parce qu'on va aller chercher des clients, on va aller chercher des personnes qui vont consommer le produit, qui vont devoir en faire quelque chose en y mêlant leur projet actuel, en y mêlant leur poste ou leur sujet actuel. Et le but, c'est pas juste de leur dire vous prenez le produit puis vous vous démerdez, de toute façon c'est vous qui êtes grand, même si il y a une certaine tranquillité à voir les choses comme ça. Moi, c'est pas trop mon truc, c'est-à-dire que je veux que, comme peuvent le faire par exemple mes potes, les frères Rivol, qui avec Fabien Ferreira du Sales Lab, qui je pense ont produit l'une des meilleures formations qui existent en francophonie dans le sales. Enfin, pas dans le sales, mais dans le soloprenariat, le freelancing, le positionnement de son offre, etc. Il y a un vrai sujet d'onboarder, de garder un œil sur les clients. Évidemment, tous n'ont pas la même rapidité, le même onboarding, enfin la même learning curve et le même succès à la fin. Mais tous sont différents, tous font des choses différentes, tous partent d'un point différent de départ. Mais ce qui est passionnant dans ce métier-là, c'est de voir les impacts que le produit a pu avoir sur les trajectoires. Comme je le répète souvent, l'intérêt d'une formation, qu'elle soit réelle dans le sens physique, présentiel, distanciel, que ce soit un produit, que ce soit un cours, peu importe. Son intérêt, c'est d'avoir un impact sur votre trajectoire. Évidemment, la modification de trajectoire qu'on rêverait que ça ait, c'est une accélération verticale de la courbe. Mais parfois, c'est aussi des prises de conscience. Parfois, c'est aussi des pivots, des petits réajustements ou alors épaissir le lot de compétences, d'armes, de skills qu'on a pour affronter. Bon, bref, je m'enfonce dans le sujet, mais vous avez compris, il y a un vrai enjeu à productiser
En plus, bon, j'ai la chance de non seulement maîtriser moi-même le côté production, donc le côté matériel, même si là, comme je vous expliquais avec les récents événements, bon, bah, il va falloir progressivement reconstituer les flottes, mais c'est pas le problème. Il y a le côté habilité à faire du face caméra, être très à l'aise avec ça, à part de problème à être exposé, puisque je le suis déjà, parce que c'est aussi quelque chose qui pourrait en freiner certains. Donc ouais, j'ai pas trop d'excuses pour pas attaquer ce sujet-là, mais je serais curieux d'ailleurs de savoir pour ceux qui me suivent, hein, vraiment, qui ont pris le temps de faire connaissance avec mes sujets, avec mes thèmes, avec entre guillemets ma psyché, si j'ose dire, et avec mes domaines d'expertise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Si demain vous me voyez sortir un produit, une formation ou un cursus spécifique, alors évidemment moi j'aime bien ce qui est niché, j'aime ce qui est serré et très précis comme sujet, donc ce serait quelque chose de très pointu sur les business développeurs, peut-être les néo-business développeurs ou les aspirants business développeurs, ou alors peut-être les business développeurs plus avancés, ceux qui ont déjà du résultat, qui sont peut-être déjà implantés dans des boîtes, j'en sais rien, faudrait que je vois. Moi j'ai un petit faible évidemment pour les gens qui vont devenir pratiquants de ce métier-là, parce que déjà ils ont cette espèce d'enthousiasme, ils sont heureux de pivoter, pour la plupart il y a de la reconversion, mais c'est aussi parce que la base est généralement plus saine, parce que vierge, et elle permet de... Bon, après c'est un peu le truc que tous les gens qui font de l'enseignement ou de l'entraînement disent, c'est quand on part sur une base un peu vierge, c'est plus facile d'y établir des habitudes rapidement, les gens sont plus coachables, ils sont plus réceptifs à ce qu'on leur raconte, mais c'est bien aussi d'être capable d'apporter de la valeur à des gens qui sont plus installés. Donc il y a ce vrai sujet de est-ce que cette année on tente le coup, parce qu'il s'agit en fait juste de tenter le coup, hein. C'est pas de on plaque tout, on fait que ça, et puis si ça marche pas comme ça, on est bien dans le rouge toute notre vie. Non. C'est juste il faut bloquer du temps, il faut travailler sur les fondements, qui sont pas non plus des éléments à produire insurmontables, mais qui demandent quand même un vrai travail sérieux. Après il y a la production évidemment, hein, qui demande un certain temps, mais ça, je pense faire partie des plus privilégiés sur le sujet, donc j'ai pas vraiment d'excuses. Et après, faut distribuer correctement, hein, c'est comme tout. Mais donc il y a un vrai sujet là-dessus en 2024 pour au moins l'avoir fait une fois et dire ça a pris, on a été con de ne pas le faire avant. Maintenant, on va peut-être allouer plus d'attention, de temps, d'argent et d'ambition sur ça. Ou alors au contraire, ça n'a pas du tout pris. Peut-être même ça nous aura un petit peu nuit ou que ça a été un peu contre-productif, j'en sais rien. Mais c'est pas bien grave. On l'a fait, mine de rien, ça nous a appris des choses, on s'est entraîné à différents sujets. Et puis il y a un entre-deux qui est possible aussi, qui va être alors ça n'a pas pris comme on pensait que ça prenait, mais finalement on a quand même eu pas mal de traction sur, une verticale spécifique, une niche spécifique, un persona différent. Et on a quand même eu des choses assez bénéfiques. Et donc ça vaut peut-être le coup de poursuivre. Alors là je vais couper, je vous reprends dans pas longtemps, parce qu'en fait il y a camions, machines qui nettoient le sol, les machines du port et tout, et je pense que ça va être assez difficile à écouter pour vous. Donc ça, c'était pour la partie plutôt productisation de, vous savez, cette fameuse phrase de Ous qui a été invité il y a un moment maintenant de ça, mais dans un des meilleurs podcasts auxquels il a participé, qui était le podcast Les Rois du Scale de Thibault Louis. Alors je sais pas si c'était un épisode spécifique des Rois du Scale, mais en tous les cas c'était sur la chaîne YouTube de Thibault Louis, voilà, on va dire ça comme ça sera plus simple. Où il disait d'abord t'es payé pour ce que tu fais, ensuite t'es payé pour ce que tu sais, et puis t'es payé pour qui tu es. Là, l'étape dont je vous parle avec la productisation, c'est évidemment quelque chose qui concerne plutôt pour ce que tu sais. Mais en même temps, ça installe même franchement la valeur au niveau pour qui tu es. Parce que le fait d'acheter un infopreneur, alors c'est pas du tout comme ça que moi je me qualifierais, même si demain je me mets à proposer un produit digital, mais le fait d'acheter spécifiquement un produit chez quelqu'un, c'est aussi une décision de faire confiance à un individu plus qu'à un autre. On en parle avec le copain Augustin Tonnel, que je vous invite à aller découvrir si ce n'est pas encore fait, qui a le podcast Coldcast qui s'appelle. Mais on a lancé sa chaîne YouTube là, il y a très peu de temps en fait, avec justement un premier épisode du Coldcast, alors qui n'est pas un premier épisode. Ça fait longtemps qu'il fait tourner son podcast. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait pour la première fois un épisode filmé en qualité très cool. On est allé au studio Le Clap à Lille, chez Maxence Tison, tourner ça. Et ça nous a permis d'ouvrir sa chaîne YouTube avec un truc très sympa. Et dans cet épisode, on parle justement des différents niveaux de qualité, de fiabilité, de bullshitness
et voire même de scam, d'arnaque qu'on peut retrouver dans le catalogue général des formations, notamment qui partent d'initiatives LinkedIn, etc. Donc il y a cette espèce d'intermédiaire entre ce que tu sais et qui tu es. Donc voilà pour le côté produit. Merde, je me suis perdu dans mes propos. Il y a un deuxième pan. Vous savez, il y a quelques épisodes, pour les plus fidèles d'entre vous, et pour ceux qui du coup ont une mémoire à toute épreuve, parce que vu que je vous mets des grands 3 mois entre 2 épisodes maintenant, je peux comprendre qu'il y en a qui perdent un peu le fil. Il y a pas mal de temps, je vous ai parlé de ma rencontre avec un builder, avec un dev qui fabrique des choses, qui dev des apps, qui dev des sites, qui dev des techs, et qui est une espèce de monstre, et avec qui je me suis super entendu, et on s'est finalement lentement mais sûrement rapprochés, et on a appris à bosser ensemble, à se connaître, etc. Ce gars-là, c'est une légende. Alors pour moi, c'est une légende, mais évidemment, c'est quelqu'un qui aime rester dans l'ombre, mais je vous garantis que c'est vraiment un monstre. Puis c'est un monstre modeste, donc ce sont les meilleurs, évidemment. Excusez-moi. Mais du coup, on a pas mal parlé, on a un peu confronté nos créativités. Au départ, on est plus en mode on se donne de la valeur mutuellement, chacun sur son projet. Voilà, moi j'aimerais bien tester ça. Ok, lui il aimerait plutôt tester ça. Moi j'ai des grosses capacités et appétences à lui mettre à disposition concernant la partie business, la partie sales, la partie proposition de valeur, marché, etc. Et lui, ça va être évidemment l'inverse. Il va avoir une valeur infinie à me proposer forcément, et sur laquelle me donner du conseil et de l'insight. Concernant tout ce qui est tech, tout ce qui est dev, tout ce qui est code, tout ce qui est structure technique, faisabilité, etc. etc. Vous n'avez pas idée à quel point c'est précieux quand on est complètement noob et qu'on n'a pas forcément des gens de confiance partout autour de nous qui vont nous allouer du temps, de l'énergie, de la bonne foi et de la bienveillance pour nous driver au niveau conseil. Vous pouvez aller demander des conseils à n'importe quel dev, à n'importe qui. Si les gens sont corrects, ils vont vous répondre, mais ils vont pas nécessairement prendre le temps d'entrer dans l'épaisseur et d'essayer de faire attention à vous donner un diagnostic qui est le moins risqué pour vous, c'est-à-dire qui va générer le moins de fausses déductions et qui va plutôt être vraiment informatif et très précis. Donc on cherche des spécialistes, mais des spécialistes qui s'en font un minimum pour nous, entre guillemets, pour avoir cette espèce de conscience professionnelle et donner un vrai retour. Donc voilà. Et donc avec ce gars-là, donc je le garde anonyme, mais je crois que j'ai déjà cité son blaze, bref. On l'appellera le H. Moi, on m'appelle le B. Lui, c'est le H. Avec le H, on se capte de plus en plus. Et il y a des vrais sujets. Moi, j'avais un sujet tech qu'il a déclaré être carrément non seulement faisable, mais en plus dont il a été en mesure de développer un vrai MVP. Et d'un autre côté, il y a d'autres projets que lui, il a plus de son côté, où j'ai essayé d'amener le plus de valeur possible dans l'anticipation et l'amont d'une certaine distribution, d'une certaine proposition de valeur et de communication. Et donc, en fait, cette année, il y a de très fortes chances en fait, que on monte des projets ensemble. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait je pense qu'on partage exactement la même vision, là, je vous en parle, mais évidemment, toutes ces conversations, on les a eues. Mais il y a un intérêt à être un peu... on n'est pas là pour faire genre, on veut monter des boîtes. C'est pas tant le côté boîte qui nous intéresse. C'est plus on veut lancer des techs de manière très Y Combinator, file philosophie, très MVP, très efficace, très rustique, très rapide, mais avec quand même un panache, un charisme de communication. Alors je ne parle pas de nous, je parle des projets. Un vrai intérêt. Et puis si sur X il y en a une partie qui ne mord pas du tout, voire la totalité, en fait, c'est pas grave, on veut s'amuser en faisant, mais aussi se mettre en défi technique à accomplir des choses. Et donc, on a 2-3 projets comme ça dans le pipe. Et franchement, c'est un mec avec qui je sais prendre déjà un vrai plaisir à bosser. Mais j'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment quelqu'un avec qui je peux faire des choses sur le long terme. Le tout, de mon côté, ça va être de ne pas me disperser trop. Parce que lui, c'est pas quelqu'un qui est dispersé comme moi. Il est très gainé sur le même sujet. Et c'est normal, en fait, on n'atteint pas les niveaux de compétences d'un mec comme lui en étant partout et nulle part à la fois. Donc voilà, alors j'en dis pas trop, vous avez constaté, je suis assez évasif et confus pas confus, mais en tout cas vague dans les explications de quel genre de produit il peut s'agir, de quel genre de tech
on peut bien parler parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas décidé de communiquer vraiment dessus. Mais très vite, il se peut qu'on en parle. En tout cas, que moi, j'en parle, puisque lui, c'est pas quelqu'un qui va avoir, je pense, l'initiative de s'exposer. C'est pas vraiment dans ses objectifs. Là, j'ai carrément en live devant vous. Alors, ça a dû peut-être se voir un petit peu dans mon visage, mais j'ai essayé de rester impassible. J'ai une mouche qui est rentrée dans l'oreille, mais littéralement dans l'oreille. Donc, ça a fait un bruit incroyable. Voilà pour le côté startup. Pourquoi je dis startup ? Parce que c'est des SaaS, c'est des produits tech, ça peut être des apps aussi. Le tout, c'est de voir à quel point on arrive à faire jaillir quelque chose de concret en mêlant la puissance de dev, la puissance de building, de conception technique d'un mec comme le H avec la puissance, sans prétention aucune, mais c'est pour utiliser le même mot, de conceptualisation, de storytelling, de proposition de valeur, de market fit et de vision de communication que moi je peux apporter, où vous savez que c'est un peu plus mon dada. Et en fait, en croisant ces deux trucs-là, ça donne une espèce de globalité de la compréhension du scope. Enfin, ça veut un peu rien dire ce que je raconte, mais moi je me comprends peut-être pas vous, mais ça donne une espèce de globalité d'action. Et du coup, on se dit, si on touche quelque chose de vrai, dans le sens où on lance quelque chose qui pour le coup va vraiment rencontrer son marché au bon moment. Alors là, vous voyez, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de moi. Il y a de très fortes chances que ce soit l'hélicoptère de celui qu'on appelle le boss, Cheikh Mo, qui est le boss de Dubaï. Donc voilà, mais il y a forcément des choses qu'on va essayer de faire ensemble. J'espère juste qu'on va... En fait, j'ai cette espèce de... C'est marrant, hein, mais j'ai besoin que ce soit mutuel, réciproque, et qu'on y trouve le même plaisir tous les deux, la même satisfaction, la même valeur. Et en fait, on est tous les deux à se dire... par contre, il faut que ce soit hyper équilibré, que tous les deux on kiffe, les deux on soit bon, mais on dit pas ça par crainte pour nous-mêmes de kiffer un peu moins que l'autre. C'est l'inverse, on a peur que l'autre soit lésé, que l'autre il prenne moins de plaisir, etc. Alors on doit être mignon à regarder, mais en fait l'autre est hyper content, donc c'est cool. Et puis le H, c'est vraiment un gars, c'est une machine. Moi j'aime les gars qui vont vite, mais qui sont pas là à aller vite juste pour avoir l'air brillant. Ils sont juste brillants tout court, quoi. Donc voilà pour la partie startup, product, tech, SaaS, app, et j'en passe sûrement. Mais il se peut qu'en 2024 vous entendiez parler de quelques petits projets, parce que on parle de choses assez modestes. On va pas révolutionner l'énergie dans le monde ou je sais pas quoi, mais on ira, si on monte sur les projets, on ira avec une intensité de production, une intensité de dev et une intensité surtout de communication et de travail équivalente à celle qu'on aurait si on lançait une révolution énergétique ou quoi que ce soit. Alors là, j'ai un petit problème, c'est qu'en fait, j'ai rattrapé dans les aléas de la marche un groupe où il y a je sais pas si vous entendez, il y a un bébé qui hurle en fait juste devant moi. Et en fait, maintenant, ils se sont remis à marcher, donc du coup, ils marchent exactement au même rythme. Donc en fait, si je continue, je vais me les coltiner pendant 2 plombes. Et vous allez vous les coltiner pendant 2 plombes dans le micro, et plutôt que d'entendre des oiseaux chanter comme dans les forêts domaniales dans lesquelles j'ai l'habitude de faire le podcast, vous allez juste entendre un nourrisson beugler. Voilà, donc je vais devoir trouver un stratagème, mais j'ai pas envie de m'arrêter, ça me fait chier, j'étais bien lancé. C'est des aléas, vous voyez, partout dans le monde, peu importe où, qu'on tourne au-dessus ou en dessous de l'équateur, peu importe à quelle place exactement du globe, il y a des aléas, ils sont arrêtés, je vais mettre un grand coup d'accélération. L'important, c'est que vous viviez le moment avec moi. Voilà, prenez bien votre temps, surtout les gars, changez-lui sa couche, faites ce que vous voulez, mais laissez-nous tranquilles, putain. On vient pas à 9h du mat sur une plage à Dubaï pour entendre des bébés chialer. Non, je rigole, il faut bien que jeunesse se fasse. Mais c'est fou le bruit que peut faire un aussi petit corps. Ça, c'est un truc qui m'a toujours impressionné. Puis peu importe l'espèce, hein. Il y a des bébés d'autres espèces animales qui sont tout aussi impressionnantes en termes de rapport décibel taille du corps. Voilà. Alors, on a l'équipe de cyclistes sur Vélib locaux. Est-ce qu'on a des Vélib partout à Dubaï, des genres de Vélib, ça s'appelle des Karim Bike. Donc voilà, écoutez, petit changement de bras, et puis maintenant qu'on a parlé un petit peu productisation, qu'on a parlé un petit peu SaaS, Startup Tech, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans le pipe comme projet absolument aberrant et incohérent avec les autres ? Vous voyez, comme je vous dis, hein, c'est vraiment... Je me fous à droite de la piste. Hein. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous voyez, mais à droite de moi, il y a 35 cm. La piste, elle fait 3 mètres de large, et à côté de la piste, il y a une autre piste en bois. Il y a une personne qui court, et il faut qu'elle passe entre moi et les lampadaires. Ici, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est très très bizarre. En France, je dis pas que ça n'arrive pas,
Mais en France, on fait pas ça. Ici, ils vous frôlent. C'est ok. C'est un peu pour vous dire, écoute-moi bien, mange merde. Ici, c'est une piste pour les coureurs. En fait, pas du tout. Les 3/4 des gens que vous voyez sur la piste, ils marchent. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut s'en accommoder. Et puis, il n'y a pas d'agressivité chez les gens à Dubaï. Tout le monde est un peu genre, on s'en fout. Tu vois, on est là, on chill. On fait attention aux autres sans faire vraiment attention à leur présence. C'est ça qui est assez marrant. Bon, écoutez, je me suis fait une petite frayeur là en regardant le téléphone entre les deux prises. Normalement, tout va bien, mais comme ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné un Gambas des Gamberges, j'ai perdu quelques automatismes, vous savez, pour me prémunir des risques de, à un moment donné, oublier d'appuyer sur le bon bouton pour record tous les mouvements et donc avoir un moment où il n'y a plus la vidéo ou alors il n'y a plus le son. Écoutez, j'ai l'impression que ça va, mais ne m'en voulez pas si jamais j'ai merdé. C'est juste que là, c'est une reprise aussi pour moi. Et c'est pas toujours évident. Dans le pipe, qu'y a-t-il dans le pipe ? Il y a un truc marrant qui s'est produit il y a pas longtemps, c'est qu'il y a un de mes anciens associés, mais quand je vous dis ancien, c'est de l'époque de notre jeunesse, vraiment, on avait la vingtaine, avec qui on a été vraiment, quand je vous dis les premiers, c'est pas une blague, mais tout le monde dit un peu ça pour se faire passer pour des pionniers, mais je peux vous garantir qu'à notre époque, il n'y en avait aucun autre qui le faisait. On a été un peu les premiers à l'époque. Alors, on est deux grands passionnés de vidéo, d'images, de contenu, mais à l'époque, il n'y avait pas encore cette espèce d'univers du contenu, on ne connaissait pas ça. Et on était aussi tous les deux du monde de la nuit, soit par affinité, soit par travail. Et on s'était mis à l'époque avec mon pote à filmer dans les boîtes de nuit, dans les soirées, en fait, à proposer aux organisateurs de soirées des boîtes. Il y avait déjà les photos qui cartonnaient, il y avait T-Late, il y avait Soon Night. On voyait des mecs prendre des photos et les mettre à disposition gratuitement sur des sites. Ou pas gratuitement, je ne sais plus d'ailleurs. Et donc les gens venaient capter leurs souvenirs, etc. Il n'y avait pas encore tous les smartphones, enfin il y en avait, hein, mais on n'avait pas des iPhone 14, quoi. Et nous, on était un peu équipés en matériel vidéo et on s'était mis en tête de proposer ça au patron de boîte et ça avait plutôt pris. Les gens étaient contents et puis on avait de la technique, donc on proposait des trucs vraiment cool. Et voilà, et donc ça fait des années qu'on s'est... Alors on s'est pas vraiment perdu de vue, on s'est toujours un peu tenu au courant tous les X ans, tu vois. Mais il a pop récemment en mode tiens, je t'ai vu passer sur LinkedIn ou je sais plus quoi. Et donc on va se recapter. Allez hop, encore. Bon là ça va, c'était pas un frôlage trop abusé, mais ça me fait taper des barres. Bref. Il a repop récemment dans mon environnement et en mode putain mec, maintenant qu'on a pris 10 ans de bouteille, on a 10 fois plus de technique, 10 fois plus d'expérience, 10 fois plus de créativité. Pourquoi on ferait pas ci, on ferait pas ça? Et ce mec là, il y a un truc avec lui qu'on regrette de ne pas avoir fait ensemble parce qu'en alliant nos forces communes et complémentaires à la fois, comme je pourrais vous en avoir parlé avec le H au niveau dev, etc., c'est d'avoir fait du film, d'avoir fait du vrai court-métrage, voire même du long. Parce qu'en fait, en alliant nos deux capacités, évidemment, vous avez compris, il y a toujours le penchant plutôt créatif, artistique, vision et réalisation dans l'esprit œuvre de mon côté, et le côté ultra technique, photo, direction photo, image, cadrage de l'autre. Et puis en plus, on est tous les deux des bêtes en post, enfin des bêtes, tranquille. Hein. On est plutôt tous les deux des bons en post-production, on est très capables. C'est vrai qu'en alliant nos deux forces, nos deux pierres de pouvoir, on avait tous les moyens de tout faire et finalement, à l'époque, on était un peu jeunes et chacun a pris des directions différentes. Mais là, c'est vrai que c'est assez démangeant, quoi. C'est en mode, putain, mec, on a tout pour le faire. Et vraiment, quand je vous parle de faire des choses, c'est pas des trucs bricolés à la maison. Hein. C'est des trucs qui sont largement du niveau de ce que vous consommez quotidiennement sur vos chaînes et sur vos applications de streaming. Mais encore faut-il le faire plutôt que de parler. Et donc, ça va être tout l'enjeu on va se revoir à début 2024. Et je sais pas trop ce qui va se passer. C'est pas des sirènes auxquelles moi je crois que je suis capable de résister. Si demain ce gars-là, qu'on appellera le M du coup, bon, je suis pas sûr qu'il tienne à rester anonyme ou quoi, mais dans le doute. Mais bosser sur de la réal, sur nos propres projets, en souveraineté totale avec le M, ça serait incroyable. Et puis c'est un truc qu'on aurait dû faire. On l'a plus ou moins fait sur certains trucs, mais on a été un peu trop vite concerné par trouver du chiffre d'affaires, trouver du revenu. Et puis après, quand on se met dans un certain modèle, dans une certaine manière de
de prospecter, de produire et de délivrer, après on attire que les gens qui veulent ce qu'on fait, quoi. Et nous, c'était pas vraiment notre direction rêvée. Mais c'est comme ça. Donc écoutez, pourquoi ne pas résumer ça en vous disant peut-être qu'en 2024, alors il faut quand même le temps que tout s'organise, si quelque chose se fait, s'organise, s'écrive, se produise, se post-produise, machin. Donc les timings peuvent être légèrement plus vénères que dans le cas d'un MVP de SaaS. Mais il est peut-être pas improbable qu'il y ait des sujets de réalisation dans l'année 2024. Réalisation dans le sens audiovisuel, hein, j'entends. Ou pas du tout, j'en sais rien. S'il faut, on va sortir de là avec lui et on va se dire, attends, c'est peut-être pas du tout ça qu'il faut faire. Mais on a toujours gardé, je pense, une grande tendresse, une grande fraternité l'un pour l'autre. Et puis on avait une équipe à l'époque aussi. On s'est tous un peu dispersés, vous connaissez les aléas, on venait pas des mêmes endroits. Eux, c'était des mecs d'Épinay-sur-Seine. Et puis on bossait beaucoup ensemble sur Paname, la nuit, comme je vous ai dit, mais aussi dans les tournages et trucs comme ça. Et puis 10-15 ans sont passés, hein, littéralement, donc c'est pas aberrant qu'on se soit un peu pris en distance. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouve, il y a toujours cette amitié, cette tendresse et ces bons souvenirs, mais aussi cette compatibilité immédiate, cette longueur d'onde commune. Et plus on vieillit, plus on prend de la force, plus on devient des éléments capables et avec des champs de capacité qui vont osciller et qui vont parfois être extrêmement complémentaires. Donc c'est intéressant. Donc écoutez, si jamais de toute façon il y a quoi que ce soit qui tracte à ce niveau-là, je vous en dirai plus. Mais là pour le coup, comme je vous disais, il n'y a vraiment pas de cohérence avec les autres sujets. Autant on pourrait voir une espèce de connexion possible entre le fait d'aller dispenser du savoir et de la formation BizDev de manière productisée parce que il y a un intérêt à savoir vendre, à savoir prospecter et tout. Et puis il y a quand même un lien avec n'importe quelle boîte, n'importe quel SaaS, n'importe quelle startup qui a besoin de force de vente, qui a besoin de trouver des clients et qui a besoin de savoir les convertir. On pourrait trouver un pont entre donc, le côté produit et le côté SaaS, enfin, le côté startup, MVP, etc. Mais là, avec le côté ciné, production audiovisuelle, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Alors, on peut en trouver des tirés par les cheveux, mais c'est un peu plus complexe. Voilà pour ça. Écoutez, je réfléchis, je vais lâcher le bras droit et je réfléchis à est-ce qu'il y a encore quelques points qui valent vraiment la peine d'être cités, qui pourraient participer à cette espèce d'énorme pipe incohérent de projets potentiels pour 2024. Alors là, on arrive peu doucement, vous verrez, au bout de la piste avant qu'elle soit interrompue par un long tronçon de route très chiant, au bout de la piste de la plage. Mais c'est beaucoup plus calme en général dans cette zone-là parce que c'est plus dur d'accès en fait. Il faut marcher longtemps pour y arriver. Et il y a il y a pas beaucoup de maisons, c'est pas accessible par la route. Donc on risque de croiser moins de monde. Il est vrai qu'il y a d'autres sujets potentiels, mais qui sont un peu plus aléatoires. Mais ouais, je suis pas certain que ce soit hyper pertinent d'en parler parce que c'est des trucs qui ont vraiment pas de. Il n'y a aucune certitude qui soit encore d'actualité dans quelques semaines, mais moi, il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble, que ce soit avec Oussama, avec Arthur. Arthur, vous le connaissez moins bien, Arthur Katz, donc qui fait partie des Avengers de la maison, mais qui est un entrepreneur incroyable, qui lui est là depuis longtemps à Dubaï, hein. Qu'on avait eu sur un épisode d'Entre nous, un des tout premiers, sauf que c'était un enfer parce que sa prise son n'avait pas marché. Et bref, on avait quand même sorti la vidéo en se disant ouais, c'est super, les gens vont quand même se dire putain, ils ont bien fait de sortir la vidéo parce que déjà, ils parlent pas beaucoup dans le podcast, mais en plus de ça, il y a des choses qui sont plus ou moins audibles qu'on avait sous-titrées et tout, puis en fait les gens nous sont tombés dessus en mode mais pourquoi vous sortez un truc d'une qualité aussi merdique alors qu'il y a juste une prise son qui manque sur les 3 qui composent l'épisode. La vidéo est nickel et sur le temps de parole je pense qu'il parlait moins de... j'ai dû vous en parler ça dans un épisode précédent. Mais donc c'est ce fameux Arthur Katz qui est un gars plutôt discret mais qui je l'espère va beaucoup plus se montrer dans l'année qui vient. Il a tellement de valeur à partager avec une audience qui pourrait construire très facilement. Que ce soit au niveau entrepreneurial, mais au niveau VC, au niveau investissement. C'est pas quelqu'un qui surfe sur les tendances et c'est pas quelqu'un qui vous raconte quelque chose pour avoir l'air à la mode. C'est des gens qui rentrent très très profondément dans les sujets, qui savent ce qu'ils font avec l'argent parce que ça fait juste 20 piges qu'ils font quelque chose. Alors évidemment, c'est des gens qui ont pu avoir des échelles intéressantes à travailler. Et puis surtout, c'est un vrai entrepreneur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui saisit les opportunités, qui va les travailler au corps, qui va déclencher les opportunités parfois aussi, qui va s'adapter, qui peut retourner complètement une situation parce que y a des aléas, il y a des fois des choses.
la vie d'un entrepreneur, plus j'en côtoie et plus ça devient concret, plus ça ressemble quand même à une définition simple qui est de gérer de la merde au quotidien. C'est dur, mais évidemment, c'est gérer de la merde, mais dans un cadre, un environnement, un contexte et un projet qu'on a décidé, sur lequel on est complètement souverain et qu'on choisit, donc qui nous fait plaisir et dont les accomplissements successifs nous rendent heureux et riches en même temps si possible. Mais la vie au quotidien, c'est ce qui compose le scope quotidien d'un entrepreneur, ça reste quand même gérer des problèmes tous les jours, débloquer des situations, parfois anticiper un peu des obstacles, mais ils sont très dans le présent. Et voir des mecs comme Ous, mais Ous, il a une approche très chaos-friendly de l'entrepreneuriat, c'est très différent. Et Arthur, puis en plus, Arthur, il est dans des business beaucoup plus concrets dans le sens littéral. Alors, on va se faire encore frôler. Ça va. Dans le sens beaucoup plus littéral du terme, puisqu'il a des business physiques extrêmement concrets. Mais il y a des choses qu'on aimerait pouvoir potentiellement faire ensemble avec Arthur. Mais voilà, pour en parler maintenant, c'est beaucoup trop tôt. C'est pas très dessiné, c'est pas très précis. Et du coup, ça n'a pas vraiment l'intérêt que je vous en parle. Mais si, évidemment, on avance sur le sujet, je me ferai un plaisir de vous partager ça. Je sais pas trop depuis quelle heure je me suis mis à travailler là sur l'épisode, mais je pense que ça fait un bon moment. Après, je me rappelle plus trop, mais voilà, je sais qu'à partir du moment où je passe les 1 heure, c'est déjà correct et ça reste cohérent avec la durée moyenne. Mais là, en fait, je vais arriver au bout de la piste, je vais pas repartir dans l'autre sens parce qu'on a des trucs à faire aujourd'hui, donc je vais vite rentrer. Enfin, vite, je vais rentrer à la maison, prendre une bonne douche parce que là, je viens juste de perdre 2 litres de sueur juste pour vous en marchant à contre-jour pendant les 3 quarts du truc, donc je peux vous dire que j'ai la gueule chaude. Mais bon, je vais pas vous laisser en plan comme ça, il faut quand même que je vous explique, ok, bon, bah, maintenant qu'on a donné signe de vie, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se revoit dans 2 ans ? Qu'est-ce qui va advenir ? Écoutez, je vais essayer de... Je sais pas si je vais clore le podcast avec cet épisode ou si je vais en retourner un autre, mais je vais vous donner un peu le gros du truc, et puis je le détaillerai peut-être dans un prochain épisode, mais moi, il faut que je crée du contenu beaucoup plus en 2024. Le problème, c'est que je vais passer surtout mon temps à m'occuper du contenu d'autres gens. Mais moi, il faut que je sois beaucoup plus pertinent, précis et que je crée de la valeur autre que d'aller marcher avec mon stabilisateur et mes micros qui sont enfin réparés. Mais je ne sais pas encore vraiment ce qui va advenir. Donc, il se peut très bien, enfin c'est même quasiment sûr, d'ailleurs peut-être même que c'est déjà le cas au moment où vous regardez la vidéo, que cette chaîne change de nom et ne soit plus uniquement la chaîne qui héberge Gamba des Gamberges en version vidéo. Alors en rappelant que Gamba des Gamberges reste un podcast avant tout audio, mais qui a cette petite particularité d'avoir un intérêt visuel, même si moi j'adore regarder les podcasts qui sont tournés tout simplement en plan fixe en studio, mais il ne se passe pas grand-chose, c'est juste qu'on connecte un peu plus avec le faciès des gens qui font l'épisode, donc c'est humain, etc. Mais l'intérêt de Gamba des Gamberges, comme vous le savez, c'est de voir un peu le décor autour, même s'il n'y a rien de très passionnant et puis que c'est long. Mais il est quand même, je pense, avant tout consommé sur les plateformes audio. Néanmoins, pour l'instant, surtout avec cet épisode actuel, la version vidéo est sur cette chaîne, mais cette chaîne-là, je vais m'en servir pour pourquoi pas proposer de nouveaux contenus différents. Et donc cette chaîne va prendre tout simplement mon nom. On va faire ça simple, les gars. J'ai la chance de ne pas avoir trop d'homonymes prénom-nom, donc autant y aller. Et je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer d'autre comme contenu. Il se peut très bien qu'il y ait en fait pendant un temps que des épisodes de Gamba des Gamberges qui sortent. Mais à tout moment, voilà, si jamais je propose autre chose, ce sera cohérent. À propos de Gamba des Gamberges, parce qu'on est quand même dans cet environnement-là, moi, j'ai pas l'intention de le continuer particulièrement plus que ce qui était prévu, étant donné qu'on est dans la phase hivernale et que moi, je vais être pas mal en France dans le début d'année, même si je risque de revenir pas mal à Dubaï. Et je sais pas, en fait, je sais pas trop quoi vous dire. Tout ce que je sais, c'est que j'avais fait l'exercice donc dans un des 3 ou 4 épisodes qui ont disparu avec les disques durs et l'ordinateur. Il y avait un épisode qui était fait uniquement à l'audio. J'avais pris ce risque-là, entre guillemets, où je me filmais pas, mais j'étais parti avec un meilleur micro parce que les petits étaient en réparation. J'étais parti avec un vrai micro de podcast, avec la petite mixette dans le dos. Enfin, c'était un peu chiant, un peu lourd, mais pour le coup, j'avais pas à me filmer et le micro tenait presque tout seul devant moi et j'avais juste à marcher et parler.
Et je peux vous dire qu'au niveau gamberge et au niveau, en tout cas pour moi, plaisir sur le moment et inspiration, c'était vraiment différent. Il y a le jour et la nuit. Et je m'en suis presque voulu de ne pas avoir fait comme ça depuis le début. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il est très probable, même si je sais que vous êtes tous complètement fans de ma gueule et que vous ne pouvez plus vous passer de voir ma grosse tronche marcher dans des rues ou dans des forêts, il est probable, et je ne veux pas trop vous faire peur, mais je pense qu'il faut être honnête, que le podcast évolue et ne soit plus un podcast vidéo, mais tout simplement audio. Je vous cache pas qu'il y a un petit pincement au cœur quand je dis ça, parce que je suis attaché au fait que ça a été un format vidéo, ça a été un défi, même si on parle pas d'un challenge hollywoodien. Pour moi, ça a été un défi, ça a été des tendinites à l'avant-bras et aux deux coudes. Ça a été aussi des heures à remonter les trucs avec tous les problèmes dont je vous ai parlé pour ceux qui ont suivi. Mais je pense que ça a fait partie de l'unicité de ce format, ça a fait partie de sa singularité. Et vous voyez, j'ai beaucoup de connexions avec les gens avec vous en fait, pour ceux qui me regardent actuellement, avec les gens qui me suivent sur YouTube. Alors quand je dis beaucoup, il y a même pas 10% des gens qui me regardent, avec qui je suis en contact, en relation, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger un petit peu. Mais c'est déjà énorme pour moi, c'est-à-dire que c'est des retours incroyables. Et donc je sentais qu'il y avait une connexion supplémentaire avec la vidéo, c'est pour ça que je ne l'ai même pas challengé au début. Et bien que j'ai su très vite ressentir la complexité technique que ça allait être de le maintenir. Maintenant, je ne vous cache pas que j'attache plus d'importance à quel point ça peut être pertinent de m'écouter, à quel point ça peut être inspirant, à quel point ça peut être unique. Et même si c'est cool de mettre sa gueule dans des vidéos, je sais que je prenais un plaisir immense. Non pas à voir ma gueule marcher, parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais je prenais un plaisir immense à vous faire les petites miniatures, je ne vous cache pas. En bon coquin que j'étais, c'est même devenu une petite marque de fabrique. Il y a même des gens qui connaissent que ça du podcast. Ils savent pas trop quoi d'autre. Donc je suis un peu dans un dilemme et un pincement au cœur, mais je me connais. Je pense que la vidéo va sauter et on va privilégier de l'audio. Et peut-être que ce sera un crash, peut-être que vous allez tous me lâcher parce que ce que vous aimiez, c'était la conjugaison des deux en autonomie totale, même si c'est très compliqué. Vous l'avez vu, en plus, le fait de parler devant des gens en croisant 2000 personnes par minute, c'est pas trop un truc qui me dérange. Mais voilà, il y a une autre concentration, on n'est pas du tout dans le même jus. Ce qui est normal, hein. Vous pouvez pas gérer un cadre, vous péter le bras, parce que mine de rien, vous vous rendez pas compte, mais c'est un peu chiant, mais bref. Maintenant, le sujet, c'est que si demain, il n'y a plus de version vidéo, quel est l'intérêt de continuer à poster les épisodes du podcast sur la chaîne ? La réponse, c'est aucun, parce que je ne vais pas vous mettre un écran noir ou juste un logo et pendant 1h30 vous mettre l'épisode audio. Même si je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah mais si, fais-le, c'est bien ». Non, aujourd'hui, il n'y a plus besoin avec toutes les plateformes. En plus, j'ai pris le soin de faire en sorte que le podcast soit, grâce à des retours et des feedbacks de plein de gens, soit accessible sur toutes les plateformes audio, en tout cas toutes celles auxquelles j'ai pensé. Donc, je sais pas trop quoi faire et je m'étais mis en tête de potentiellement remplacer la vidéo que moi je tourne en marchant tout simplement avec mon iPhone par autre chose, par quelque chose d'autre qui puisse vous occuper un petit peu les yeux pendant 1h30, mais c'est très compliqué. Au début, je m'étais fait tout un film en me disant ouais, avec de l'IA, il y a moyen de générer des trucs incroyables et compagnie, etc. Mais en fait, pas vraiment. Ou alors, j'ai pas les bonnes pistes et puis j'ai pas vraiment non plus le temps de réfléchir 10 ans à ça. Donc, si jamais parmi vous, il y en a qui ont des suggestions à me faire, comment on pourrait faire pour, si jamais, en termes de production réelle, on ne passe qu'à l'audio pour Gambas des Gamberges, mais en essayant quand même de s'assurer que ça va générer une qualité de propos, une teneur de propos plus intéressante, et que moi, ça va me libérer aussi de certaines contraintes. Mais comment on fait pour, en post-production, pouvoir toujours alimenter la chaîne avec un support vidéo qui vient aider et qui vient habiller l'audio seulement. Comment on fait pour ça ? Est-ce que vous avez des idées ? Il y a des gens qui m'ont dit ouais, tu vois, sur Unreal Engine, c'est le studio de jeux vidéo qui a été mis à disposition par les créateurs de Fortnite. Mais bref, c'est des trucs ultra complexes en fait. Il faut des doctorats pour gérer ça. Et moi, je vous parle d'un truc facile. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis, si on trouve pas d'idées, il y a un moment donné, il y aura que, je sais pas moi, les 19-20 premiers épisodes de Gambas des Gamberges qui auront été des épisodes vidéo. Et puis, à partir de la suite, ça deviendra qu'un format audio qu'il faudra retrouver sur les plateformes. Et je sais pas si ça crachera pas. Voilà pour la suite, les amis. Je vais vous laisser. Ça m'a fait plaisir quand j'ai pris le stabilisateur et les micros ce matin en partant de la maison.
je me suis dit putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas du tout. Enfin, tu sais plus faire, t'es plus du tout en mode. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup. Je me suis beaucoup dit non, ça fait 3 mois, laisse tomber. Et en fait, je suis content d'avoir fait ça. Je suis pas sûr d'avoir raconté des choses passionnantes. Je pense qu'il y a quasiment pas eu de gamberge dans cet épisode-là, mais c'était vraiment un petit revival, une petite réanimation du format. Et puis voilà, ça me tenait à cœur de vous tenir au courant et de vous dire les choses. Donc prenez soin de vous. Moi, je vais continuer un petit peu à marcher, puis je vais rentrer parce qu'on a pas mal de boulot. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, j'arrive à l'endroit où on voit la ville derrière. Je sais pas si vous le voyez mais on voit un peu dans les tons pastels au fond dans le ciel tous les gratte-ciel qui composent un peu le gros des bâtiments prestigieux de Dubaï. C'est un peu la défense. Voilà, donc prenez soin de vous, je vous tiens au courant. Enfin, je sais pas, peut-être que vous verrez un autre épisode sortir bientôt, j'en sais rien en fait. J'ai aucune stratégie, aucun plan. J'ai juste agi à l'instinct. J'ai dit à Arthur il y a 2-3 jours là en amont de la soirée, j'ai dit tu sais quoi, juste pour le fun et pour la discipline, le lendemain du réveillon, moi je me lève tôt et je pars tourner, comme ça j'avais une espèce d'objectif. Et donc voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pensé me reconnaître et puis en fait non, c'est pas du tout celui que je croyais. Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous, moi je me rentre. Encore une fois, tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de santé, tous mes vœux de réussite, tous mes vœux de vivifianceté pour ceux qui ont la référence, pour les camelotiens qui ont la référence. Faites des trucs, allez suivre des nouveaux créateurs cette année, parlez-en moi, j'en sais pas. Et n'hésitez pas à me faire les retours sur les points que j'ai abordés dans cette vidéo où je vous sollicite un petit peu au niveau avis. Parce que ça m'intéresserait plutôt d'aller dans une direction qui peut m'être soufflée par l'audience ou par la communauté, comme on dit dans le YouTube Game. Allez, prenez soin de vous les amis, je vous embrasse et super bonne année 2024 à vous. T'es encore là? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment, si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.